Bonjour, ici Isabelle Morin. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et saviez-vous qu'au-delà des produits NAC dont je vous parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années sur le podcast, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la poudre de crayon qui va au-delà de ces produits-là. En fait, on peut faire une foule de recettes, puis ce qui est vraiment le fun, c'est sur le blog NAC. Il y a une section recettes et il y a plein de propositions qui sont là. Il y a un pain à la protéine de grillon, il y a des smoothie bowls. Écoutez, il y a la pâte à tartiner vegan au chocolat noisette d'Alix. Donc Alix, une habituée du podcast qui est passée déjà 2 fois, propose une recette qui semble exceptionnelle, une combinaison. Tu sais, maintenant on a le beurre d'arachide, NAC. Là, tu combines ça, je veux pas nommer la marque, la pâte à tartiner choco noisette que vous connaissez, mais le mix avec ça puis du beurre d'arachide est bon. Mais là, imaginez une pâte à tartiner vegan avec la poudre de protéines NAC, combinée au beurre d'arachide NAC. Écoutez, avec ça, vous êtes parti pour la gloire. Puis au-delà de la poudre des grillons qui est vendue sur le site, on peut aussi cuisiner avec la poudre protéinée, donc que ce soit chocolat ou vanille. Donc pour retrouver tout ça, vous allez sur le nacbar.com, section blog. Et si vous décidez d'acheter des produits, ben vous savez, pour votre première commande, NAC offre 15% de rabais aux auditeurs de Pas sorti du bois. Ça se passe avec le code promo PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 139e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, ben, on est toujours au Noctem. On vient d'enregistrer avec Johan Rock. Pour les gens qui écoutent, ça fait une semaine. Et bon, on avait un peu vendu la mèche, on allait parler de nutrition parce que on s'est dit, tant qu'à avoir Isabelle, on va aussi la questionner sur ce qu'on vient d'entendre sur Johan. Mais d'abord, Isabelle, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Ben, ça me fait toujours plaisir d'être ici. Puis cette année particulièrement, parce qu'on n'est pas confinés en pandémie chez nous. Parce que les 2 derniers épisodes, on pouvait pas se voir. Mais là, en plus de se voir, on a plein de gens devant nous. On est allé all-in. Après 2 épisodes de Zoom confinés, là, on s'est dit, on va pas juste s'asseoir ensemble puis jaser dans mon sous-sol, mon mini-studio, comme j'ai accueilli Emmanuel qui est là. Emmanuel. Ah, là, et voilà. Et d'autres, on s'est dit, on va faire ça en On y va pour vrai. Voilà, on se gâte. Ben, d'abord, comment vas-tu? Ben, je vais bien, merci. Parce que là, on va parler de nutrition, mais c'est le fun aussi de prendre de tes nouvelles. Première fois que tu étais venu, tu nous avais parlé des objectifs de l'année à venir. Quand tu étais revenu, on était revenu sur ces objectifs-là que tu avais fracassés. Ça avait bien été, oui. Là, depuis, dans la dernière année, t'as continué de courir, de battre des records. Parle-nous de ta dernière année de course. Écoute, j'ai fait le 25 du QMT, première expérience au QMT, une organisation hors pair, comme j'en ai entendu des bons mots tout le temps. J'ai aussi été faire un petit tour à Chamonix, pas pour courir comme toi, mais moi j'allais donner en fait des cours là, avec la clinique du coureur, puis tant qu'à être là, en même temps que l'UTMB, on en a profité quand même pour aller faire un petit tour autour de la montagne. Donc mon copain est avec moi, puis on a fait là quelques jours de trail aussi en light pack là, à dormir dans les auberges de randonneurs, puis à faire le tour du Mont-Blanc. Coureuse de route, mais t'as toujours dit quand t'es venu au podcast, t'en as toujours parlé, la trail c'est pour le plaisir, mais là, QMT 25, t'allais jouer dans les Alpes, là, on est en train de t'accrocher puis de t'amener dans la gang? Écoute, le QMT 25, c'était en me disant, avant de m'en aller à Chamonix, il faudrait quand même que je fasse un petit peu de trail, fait que ça me prendrait un objectif, pour me motiver. Donc, je m'étais mis ça au calendrier pour me dire, bon, je vais me faire quelques entraînements de trail. Écoute, 2 semaines avant le QMT, je me dis, bon, je pourrais peut-être aller faire le parcours, voir un peu ça a l'air de quoi. La course va bien, tu sais, je pars tout seul, ça va bien. Le lendemain, là, fatigué, pas possible. Là, j'ai dit, ben, voyons donc. Normalement, c'est pas quelque chose qui aurait dû me fatiguer autant que ça. Le week-end, là, fatigué, finalement, test COVID positif. Bon, au moins, c'est pas parce que j'ai dépassé mes limites. Mais là, à 2 semaines du QMT, une belle semaine et demie de COVID. Fait que j'ai fait la course en mode plaisir. Puis, ben, finalement, c'est ça, à Chamonix, là, on a une belle expérience aussi. Fait que ça reste tout le temps pour moi, la trail, un jeu ou pas un esprit de compétition, mais plus un plaisir de randonner rapidement que de dire je fais une course. On l'oublie
pour ceux ici qui en font beaucoup de trail, mais on revient tellement dans le plaisir quand on était jeune. Le moment présent. De ça, de courir, sauter partout, enjamber des racines, des roches. Ça devient notre quotidien quand on fait de la trail, ça devient notre sport, mais il y a pas beaucoup de monde dans la société qui font ça, d'aller rejouer comme quand on était jeune. Quand j'étais jeune, mes parents, on allait faire des randonnées. Je te confirme qu'on courait, ma soeur puis moi, à sauter partout puis à enjamber des roches. Exact. C'est ça le trail, retrouver ce plaisir-là. J'ai tellement fait de randonnées plus jeune, justement, en camping avec ma famille, que de pouvoir combiner l'aspect course avec l'aspect nature de la randonnée, je trouve que c'est juste tellement agréable. Parlons de performance quand même, parce que course sur route, t'avais l'année passée, quand on s'était parlé en janvier dernier, battu ton record personnel sur 5 km. Que j'ai rebattu. Que t'as rebattu, c'est ça que je t'allais voir. J'ai fait un beau 17-27. C'est rapide, félicitations. 5, merci. Mais c'était l'objectif, mais tu voulais aussi augmenter vers le 10 km quand on s'était parlé. Écoute, comment j'ai pas vraiment fait de 10 km. En revenant de Chamonix, j'en ai fait un, mais la forme était pas là, fait que ça n'a pas été une grosse performance. J'ai fait le demi à Toronto, mon premier demi. Comment ça s'est passé? 1h20, 42. Vraiment une super belle course, des bons feelings du début à la fin, donc vraiment une belle expérience. T'as donné la piqûre pour le demi-marathon? Oui, mais pas pour le plus long. Marathon, ça arrête au demi pour l'instant. C'est correct. Des fois, c'est des choses qui prennent du temps. Des fois, c'est correct de pas aussi. 35 kilos en trail à Chamonix, ça a bien passé. OK, là, ça a bien passé. Mais sur route, je pense que ça va s'arrêter au demi. C'est correct. Puis là, on est le lendemain du Pentathlon des Neiges à Québec. Au moment de la diffusion, ça va faire une dizaine de jours. Mais comment ça s'est passé hier? On est en équipe. Donc, j'ai fait le pentathlon mix par équipe, courte distance. On a gagné le volet mix. Donc, vraiment une belle expérience, comme toujours, le pantalon, c'est bien organisé. Tu faisais quel sport dans les 5? Je faisais la course. OK, bon, t'es allé avec... une valeur sûre. Une valeur sûre, ça s'est bien passé. Le fond, t'es pas trop mou? C'était terrible. Ouais. Écoute, j'ai encore un peu mal aux chevilles, là, aujourd'hui. Oui, ça avait l'air d'être la patate pilée. Hein. Purée de patates, ouais. Donc, ça n'a pas été mon meilleur temps sur 3 km. Là. Ouais, mais le pentathlon, c'est aussi... c'est l'événement, c'est tout ce qui vient autour, l'esprit d'équipe, la performance en soi est secondaire. Bon, 2023, pentathlon est fait. C'est quoi les objectifs cette année d'un point de vue sport de ton côté? Écoute, je suis encore en questionnement sur la chose, mais j'aimerais prendre ça, refaire un demi l'automne prochain. Ce printemps, 5-10 kilos. Là, je suis en train de regarder un peu les événements de ce côté-là. Bon, c'est le fun. L'entraînement se passe bien? Ça va toujours bien, mais oui. Pas de blessure, donc ça va bien. Tu bois? Oui. On a oublié de dire, qu'est-ce que tu bois? On est au Noctem, hein, je l'ai pas dit, les gens ici, on est rendus habitués, mais là... J'avais commandé une bière au citron que j'ai finalement échangée avec mon chum, donc là, j'ai volé sa bière et je ne sais même pas c'est quoi. Hein? Une session IPA. Est-ce que tu l'aimes? Ben, que tu me disais tantôt que t'es moins une fan de bière. J'ai volé parce que je la préférais, mais honnêtement, je suis pas une grande fan de bière. Là, tantôt, tu fais du développement des affaires pour pas sortir du bois. Tu m'as dit, là, tu devrais te chercher un partenaire de gin. Là, on serait dans tes cordes. Moi, je suis plus dans le gin tonic là, que la bière, d'habitude. Ben, je vais m'en rappeler pour ton 4e passage. Je te l'annonce tout de suite. Là. Je m'engage devant tout le monde ici, c'est sur le micro. À ton 4e passage l'hiver prochain, un petit gin tonic. Il y aura un gin. Parfait. Ça te va? C'est déjà réservé à mon horaire. Moi, de mon côté, je te l'ai avec la double IPA dont j'oublie le nom. Merci. Unsinkable Sam. Donc, cheers à toi. Cheers à tout le monde ici. Cheers. Il y a de la Unsinkable Sam ici. Sam, t'as pas une Unsinkable Sam. Décevant. Cheers. Un habitué. Voilà. C'est pas ton premier rodéo. Parlons nutrition. On s'était dit, on va faire une session de questions-réponses. Quand je t'avais reçu l'année passée, on avait pris des questions reçues sur Internet. Là, on a des gens ici qui ont probablement des questions de nutrition. Mais avant ça, je viens de parler avec Johan Rock. C'était très drôle de voir sa préparation. Puis je pense que c'est ce qui fait le charme de son projet aussi. C'est ce qui fait que ça va être extrêmement intéressant à suivre. Puis au moment qu'on se parle, où ça va être diffusé, ça va déjà être commencé. Il y a un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Puis je pense que ça fait partie de son processus. Mais toi, tu l'as écouté, tu l'as entendu. J'ai le goût de te questionner sur, d'un point de vue nutrition, ce que tu as entendu. Qu'est-ce que ça l'a amené de ton côté comme réflexion? Écoute, il y a tellement un gros volet nutrition dans ce genre d'événement-là. Dès qu'on pense ultra sur des distances, on va dire plus courtes là, par rapport à ce qu'il va faire un 160, c'est court. Donc sur des distances d'ultra, la nutrition, on le dit souvent, ça devient un aspect super important. Donc dans son cas aussi. Puis il y a une considération à avoir par rapport à la durée de cet effort-là. Puis ça me fait penser à un article qui a été publié il y a quelques années, un article scientifique en 2019.
où justement on a évalué mais c'est quoi la limite de l'endurance humaine. Et finalement, les conclusions de l'article sont vraiment que ces limites-là sont aussi par rapport à la digestion. Donc, est-ce que je suis capable de manger assez pour combler le déficit énergétique que je vais créer dans ma dépense? Et quand on regarde des événements d'ultra-endurance de courte durée, un Ironman, un 24 heures de course, on voit que les gens vont être capables de dépenser une dépense énergétique faramineuse qui va être 8 à 9 fois notre métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est la dépense énergétique, ou en fait le besoin énergétique de mon corps pour soutenir ses fonctions physiologiques de base. Donc, 8 à 9 fois mon métabolisme de base en une journée comme dépense énergétique, c'est réaliste, c'est possible. Je suis pas capable de maintenir ce genre de dépenses-là à long terme. Quand on regarde des études faites sur des cyclistes du Tour de France, donc 23 jours d'efforts assez soutenus aussi, on voit qu'on est plus sur du 4-5 fois leur métabolisme de base comme dépense énergétique. Et plus l'effort est long, plus à un moment donné, on n'est pas non plus capable de maintenir ce niveau-là de dépense. Et les chercheurs ont étudié des coureurs sur la Race Across America ou Race Across USA, donc qui est une course de pratiquement 5000 kilomètres qui est fait sur 14 à 20 semaines, dépendamment des participants. Donc, on va courir 40-45 kilomètres par jour, à peu près en moyenne. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est vraiment au niveau digestif, on atteint à un moment donné une limite qui nous amène à saturer, à atteindre un plateau à peu près 2,5 fois notre métabolisme de base comme dépense énergétique. Donc, de dire je vais manger 8000 calories par jour pendant 5 mois, ça me semble un plan impossible. C'est plate parce qu'il est pas là, parce qu'il devait reprendre la route, mais je vais prendre cet extrait-là et lui envoyer. Non. Oui, donc c'est vraiment de voir, comment je peux planifier mon effort pour que cet effort-là soit soutenable dans le temps, puis de pas amener un déficit énergétique qui, finalement, fasse en sorte que je perde du poids de manière continuelle. Donc, ce que les chercheurs voyaient, c'est qu'une dépense énergétique au-delà de 2,5 fois mon métabolisme de base fait en sorte que nécessairement mon corps va puiser dans ses réserves énergétiques, ce qui est possible sur 1 semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines. Donc, on l'a vu, Johan, sur sa course percée Montréal, il a perdu un 8 livres sur 2 semaines, il a été capable de terminer, mais à long terme, le corps, à un moment donné, j'ai beau avoir des réserves. Il n'aurait probablement pas pu retourner à percer après, avec le même régime, avec les mêmes habitudes. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement que dans toutes ces épreuves-là, il y a une perte de poids au début, le corps s'adapte, puis il y a un ajustement du métabolisme qui se fait. Puis, à un moment donné, on va vraiment voir que si on veut réussir à passer au travers, puis à maintenir, je vais devoir quand même ajuster ma dépense énergétique pour avoir quelque chose qui soit soutenable dans le temps. Donc, à peu près 2,5 fois mon métabolisme de base. Donc, à prévoir aussi pour estimer la durée de notre effort. C'est ça, moi, c'est cette portion-là qui me fascine du projet de Johan, c'est tout le côté nutrition. J'en parlais avec lui après l'entrevue. L'effort physique est quasiment le truc le moins intéressant, entre guillemets, en amont comme ça, parce que qu'est-ce qu'il peut nous raconter? Mais après ça, tout le reste, la planification et l'aspect nutrition est déterminante. On dit souvent à la blague que le trail, l'ultra, c'est un sport de digestion avec un peu de course à travers. Oui. On le vit sur une sortie de 10 km, faut bien s'alimenter. Si t'as mangé juste avant pis t'es barré, t'as pas de fun pendant 10 km, on le vit sur de l'ultra, on le vit sur 160 km. Moi, je reviens de mon 100 000 où côté digestion, ça a été parfait et j'étais en déficit calorique ridicule. Mais c'était la première fois que la nutrition allait aussi bien. Je mangeais max 500 calories par heure sur 21 heures. C'est pas suffisant, vraiment pas. Mais là, tu t'imagines, un effort multijour, les gens qui font des marathons des sables. Ouais, on prend ça, le marathon des sables, ils vont, c'est 2000 calories par jour, là, le minimum à traîner sur soi. Donc, les gagnants, c'est pas mal ça qui amène sur eux parce qu'il y a une question de poids. Moins je traîne de calories, de nourriture dans mon sac, plus je suis léger. On est capable sur un 7 jours d'être vraiment en déficit énergétique. Exact. Ça fonctionne pour le marathon des sables à 2000 calories. Il y en a des athlètes qui performent. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que si je suis capable de répléter le maximum de la dépense énergétique, ma performance va être améliorée. Puis là, si je veux maintenir dans le temps, je peux pas créer de déficit énergétique. Exact. Puis là, on voit que les courses à étapes gagnent en popularité. Fait que le propos qu'on a en ce moment, ce que t'expliques, est
pas juste appliqué à un Johan Rock qui va courir 8000 km, ça s'applique à aussi des gens qui vont faire du multijour, parce que là, ça devient plus complexe, puis ça devient de plus en plus populaire, donc plus de gens vont se questionner sur la nutrition derrière ça. C'est quoi les aliments sur lesquels on peut miser pour vraiment rentabiliser le besoin d'aller chercher des calories, puis d'aller chercher tout ce qu'on a besoin dans une course, glucides, etc. Ben, c'est sûr qu'on veut des aliments, surtout comme lui, là, qui va être en autonomie, donc des aliments qui ont une densité énergétique qui est élevée. Donc, quand je parle de densité énergétique, c'est le contenu en calories par rapport au poids de mon aliment. Donc, plus la densité est élevée, plus j'ai beaucoup de calories dans un faible poids. Et généralement, ben, c'est sûr que les matières grasses vont amener cette densité-là plus élevée. Donc, juste pour vous donner une idée, 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, c'est sûr que quand je suis aussi dans une gestion du poids que je dois traîner avec moi, d'aller chercher un apport aussi sous forme de matière grasse, ça va venir m'aider à maximiser mon apport calorique. Évidemment, je vais avoir un peu de protéines, je vais avoir des glucides parce que c'est mon principal carburant au niveau musculaire, mais d'avoir quand même certaines adaptations à utiliser, à consommer des gras à l'effort, ça peut devenir là, pertinent. Puis j'entendais Johan qui mentionnait un peu les types d'aliments qu'il pensait manger, des ramen, du Nutella, c'est souvent pas ce qu'on recommande pour une saine alimentation. Puis encore là, il y a des études qui ont été faites, pas nécessairement chez des coureurs, mais chez des marcheurs sur l'Appalachian Trail, donc sur plusieurs semaines d'efforts physiques. Et ils ont regardé l'effet de cet effort-là sur leur santé cardio-métabolique. Okay. Et on peut s'attendre en disant, bon, ben, on fait une pratique sportive quand même importante, que ça a un bienfait sur la santé cardio-métabolique. Et ce qu'on voyait, c'était plutôt une détérioration en raison des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, la pratique sportive arrivait pas à compenser pour les méfaits que l'alimentation créait, parce qu'évidemment, je traîne pas des fruits et des légumes frais, je mangerai pas des grains entiers pleins de fibres, je vais manger des barres de chocolat, des ramen, donc des aliments très denses en énergie, très caloriques, très raffinés, transformés. Et ben, au niveau de ma santé, ces aliments-là, que je fasse du sport ou pas, ils ont le même effet que pour n'importe qui d'autre. Là. Mais tu sais, pensons, tout le monde ici, on a fait des courses pour la plupart. Notre journée de course, c'est jamais celle où on peut dire que notre nutrition était la plus saine. C'est correct, c'est une course qui dure 2 heures, 4 heures, 8 heures, peu importe. À la limite, même si ça dure 2 jours, c'est 2 jours. Mais là, quand on est sur 5 mois... C'est 2 cheat days, mais là, on parle de 5... C'est ma nutrition au quotidien. Mais là. C'est intéressant ce que tu expliques. Je me questionne, on le sait, le contenu d'un dépanneur habituel, un couche-tard quelconque qu'on croise, sur quoi on peut miser, parce que oui, on parle encore de Johan, mais on a tous ici des fois des projets un peu plus longs, ou des fois, on fait une longue sortie, on veut pas traîner trop de stock, on va se dire, je vais arrêter dans un dépanneur. Ça serait quoi ta recommandation, sachant les cochonneries qui peuvent se trouver dans un dépanneur? C'est quoi, est-ce que le jerky de bœuf, est-ce que les saucissons, les chips, sur quoi on devrait miser dans un couche-tard classique? Écoute, il y a des dépanneurs mieux que d'autres aussi. Il y en a... un dépanneur américain. Exact. Aux États-Unis, c'est autre chose. Mais t'as mentionné le jerky, ben, pour le côté protéiné, pour l'aspect salé aussi, ça peut être une option intéressante. Donc, c'est déshydraté. Nécessairement, quand je reviens à ma densité énergétique, traîner de l'eau, c'est du poids que je traîne pour rien. Donc, tout ce qui est un peu plus déshydraté va concentrer l'apport énergétique. Donc, oui, ça peut être intéressant. Après ça, ben, oui, ce qui est barre de chocolat, qui est sucré et gras, ça va aussi faire le travail. T'as envie de manger des chips sur un 100 miles, ça se peut que sur une longue journée de course, t'aies aussi envie là, de saler. Donc, dans les dépanneurs, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir trouver. À un moment donné, ben, on veut aussi aller quand même vers quelque chose d'un peu plus soutenant. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des sandwichs? Souvent, c'est quand même des choses qui sont disponibles, là, sandwich au jambon, sandwich aux œufs, du fromage. Ça peut être le genre d'aliment sur lequel on se tourne. Puis, de pas négliger les calories liquides. On en a déjà parlé ensemble. Mais de voir, bon, ben, dans les dépanneurs, souvent, on va avoir toutes sortes d'options de boissons sucrées, des boissons sportives aussi, Gatorade, Powerade et compagnie, qui finalement sont vendus aux camionneurs, aux gens dans leur voiture. C'est pas le but de ces boissons-là, mais souvent elles sont disponibles aux dépanneurs, donc c'est aussi une option qui peut être intéressante. Parlons-en des boissons pour sportifs versus les produits spécialisés pour les sports d'endurance, ce que NAC et autres peuvent offrir comme drink mix. Il y a plein de compagnies versus le Gatorade Powerade bleu qui traîne dans le frigidaire. C'est quoi la différence majeure? Puis est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on peut miser sur ça aussi? Donc, c'est sûr que le Gatorade ou les équivalents
qu'est-ce que je vais retrouver, en fait, c'est de l'eau avec du sucre, donc du sucre blanc de table, puis des électrolytes. Donc, souvent du sodium, un petit peu de potassium, de magnésium, mais principalement du sodium. Le genre de boisson qu'on peut assez facilement se faire à la maison versus les boissons plus spécialisées où on va voir qu'on utilise d'autres types de glucides. Donc, souvent, on va mettre un pourcentage de maltodextrine. Donc, la maltodextrine qui, finalement, est une forme de glucide qui est un petit peu plus complexe, donc qui va diminuer ce qu'on appelle l'osmolarité de la boisson. En fait, c'est le nombre de particules que j'ai dans ma boisson. Donc, plus l'osmolarité va être proche de celle du sang, plus je vais avoir quelque chose qui s'absorbe facilement. Okay. Donc, l'osmolarité, comme je dis, c'est le nombre de particules en suspension. Du sucre, c'est un glucide qui est très, très simple. Donc, c'est une très petite particule versus la maltodextrine. C'est un glucide qui est plus complexe. Donc, c'est une chaîne de plusieurs petits glucides qui sont assemblés ensemble. C'est bien que ça me fait une seule grosse molécule, mais qui contient plus d'énergie. Donc, en allant vers des boissons comme ça, plus spécialisées, je peux avoir quelque chose qui, au niveau digestion, va mieux passer. Okay. Je vais avoir aussi souvent des sels, dont le sodium, qui sont dans une forme aussi qui va permettre de diminuer l'osmolarité de la boisson, du citrate de sodium plutôt que du chlorure de sodium, par exemple. Donc, je vais avoir quand même une composition plus intéressante de ce point de vue-là. Puis, on peut avoir des fois des boissons qui vont contenir un petit peu de protéines aussi, ou qui vont aller chercher une densité en calories qui est plus élevée, là. OK. Avant qu'on passe aux questions, que je suis sûr que les gens ici en ont plein pour toi, dans ta pratique au quotidien, tu parles avec beaucoup d'athlètes, des gens de tous les niveaux. C'est quoi le truc que tu as le plus souvent à démystifier? La chose qui est ancrée dans nos têtes, qui est soit fausse ou soit pas tout à fait vraie, puis qu'on pense à tort? Mais ce que beaucoup de gens pensent à tort, c'est qu'ils peuvent manger le jour de leur course sans s'être entraînés en mangeant. OK, ouais. Tu sais, de dire, mais je fais vraiment beaucoup de volume, mais je suis capable là, de faire une sortie d'1 heure et demie, 2 heures sans manger. Ça fit dans mon horaire, j'ai beaucoup ça dans mon plan d'entraînement. Donc, d'aller faire ma sortie ma long run du week-end, je me traîne pas grand-chose. À la limite, je me traîne juste un gel. Mais d'arriver le jour de ma course, puis là, de dire, hey, là, je m'en vais courir 80 km, nécessairement, faut que je mange. Faut que je mange plus que ce que je fais dans mes entraînements. Et là, de frapper un mur digestif parce que finalement, je suis pas adaptée à digérer autant à l'effort. Donc, ça, c'est l'erreur numéro 1 de beaucoup de gens, de pas assez bien entraîner notre système digestif. Puis je pense qu'on en a déjà parlé dans les derniers podcasts aussi, mais de dire, t'iras pas faire un 100 miles si ton volume de ta planification des derniers mois est d'un 30-40 km par semaine. Donc, nécessairement, au niveau alimentaire, au niveau digestif, on veut aussi reproduire la même dose de glucides ou le même apport énergétique pendant l'entraînement que ce que tu vas faire le jour de la course. Exact. On le sait, le nombre d'abandons ou de courses qui se passent pas comme on veut. J'ai pas les stats en tête, peut-être que tu les sais, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une question de digestion que des blessures physiques. Sur des longues distances, il y a des gens qui vont se péter une cheville, qui vont arrêter pour ça, mais le nombre d'abandons reliés de près ou de loin avec la digestion, avec la nutrition, est beaucoup plus élevé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Après ça, à quelle hauteur, je sais pas. Ça va dépendre des épreuves. Il y a certaines épreuves où c'est plus prédominant que d'autres, mais combien de coureurs vont déjà avoir expérimenté des troubles digestifs? Tu sais, dans les études, on voit, là, c'est 30 à 50% dans la plupart des événements, puis quand on questionne plus la distance est longue, plus on tombe sur de l'ultra, plus ce pourcentage-là, malheureusement, augmente. Puis, une des choses que je dis souvent, si on veut, juste une petite astuce, c'est de se dire, OK, le jour de ma course, je vais courir à une intensité un peu plus élevée que ce que je fais à l'entraînement dans mes longues sorties relax du week-end. Je vais aussi être un peu plus stressée. Et le stress, ça joue sur la digestion aussi. Donc, un des trucs que je dis, c'est tester à l'entraînement votre limite digestive. La première semaine, de dire, OK, cette semaine, je vais prendre 40 grammes de glucides par heure. Ça l'a bien passé. La deuxième semaine, 50 grammes de glucides. Jusqu'à temps que, écoute, cette semaine, là, ça a vraiment pas bien passé, rendu à 70 grammes de glucides par heure. Je commençais à sentir que, d'un point de vue digestif, c'était ma limite. Bon, mais ça, c'est ton 100% de ce que tu es capable de prendre. Le jour de la course, vas-y à 80% de ce que tu es capable de prendre. Donc, une valeur sûre. Puis, ton 100%, essaye de l'entraîner puis de le repousser. Mais à l'entraînement, puis le jour de la course, vas-y toujours avec à peu près un 80% de ce qui a été la dose maximale que tu as bien tolérée à l'entraînement, juste pour prendre en compte que t'es plus stressé, l'intensité est un peu plus élevée, ton système digestif, ça fonctionnera peut-être pas exactement comme
quand tu vas t'entraîner puis t'es vraiment relax. Vraiment intéressant comme test. En fait, c'est le bon moment. Moi, je dis tout le temps au monde, zéro un pro de la nutrition, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais moi, je le sais qu'à chaque année, l'hiver, c'est le meilleur moment pour ça parce qu'on n'a pas d'objectif à court terme. Bon, il y en a des courses cryo, des pentathlons, mais ça demeure que souvent, les gens vont avoir des objectifs pour l'été, début, milieu, automne et tout. Mais l'hiver, c'est le bon moment de tester ces choses-là parce que c'est peut-être pas 2 semaines avant ta course que t'es mieux de tester. OK, je vais aller voir c'est quoi mon 100% de grammes par heure de glucides parce à moins 10, tu risques d'être capable de manger plus qu'à 30 degrés. Oui, effectivement. Parce que plus la température est élevée, plus il y a des enjeux aussi de nutrition. Donc oui, c'est un bon temps pour tester, OK, qu'est-ce que j'aime manger? Ouais. Qu'est-ce qui me tombe sur le cœur un peu? Qu'est-ce qui passe vraiment pas? Mais de aussi refaire ces tests-là dans des conditions météo qui vont peut-être se rapprocher du jour de ta course. Parce que il y a probablement plusieurs personnes ici qui l'ont peut-être déjà essayé. Une journée de course, quand il fait très, très chaud, à un moment donné, il y a plus rien qui rentre. Parce que le sucre, on vient comme saturer un peu plus vite au niveau du goût. D'où aussi l'intérêt d'avoir des boissons, comme on parlait tout à l'heure, qui sont peut-être mieux conçues pour les efforts d'ultra, pour nous amener un apport énergétique sous forme liquide dans des conditions plus chaudes. Exact. Y en a-tu qui étaient à Ricana cette année? Hein? Chaleur. C'était quelque chose. QMT, on n'est pas surpris, on le sait qu'il va faire chaud. Ouais, c'est début Arikana, juillet, il y a des années qui neige, puis là, cette année, tout le monde se fait ramasser, puis tout le monde à qui je parlais, oui, c'était la chaleur, c'était l'hydratation, mais c'était la nutrition qui a demandé le ventre. La barre que t'as des fois en fin de course, quand il te reste, je sais pas, 5 km, là, tu l'as en début de course, ça va être long. Exact. Ouais. J'ai le goût qu'on commence avec des questions, parce que je le sais que ça vous brûle les lèvres, il y a pas de gêne, tout le monde est obligé d'en poser 2, non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la balle? Emmanuel? Merci. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai commencé à justement consulter Isabelle dernièrement, fait qu'elle m'aide beaucoup. Une question que je me fais souvent poser par des gens qui commencent à courir, ils me demandent comment ils doivent modifier leur alimentation du fait qu'ils ont commencé à intégrer l'entraînement puis un mode de vie plus actif. Puis je me demandais s'il y avait vraiment des changements fondamentaux à faire pour de vrai ou si c'était comme, tu sais, tranquillement, pas vite, ton métabolisme va s'habituer puis ta faim va augmenter avec le temps, tu sais. Mais c'est une bonne question, puis il y a beaucoup de gens justement qui intègrent progressivement l'activité physique, pas nécessairement dans une optique de faire des ultras, mais juste pour être en meilleure santé, puis des fois avoir une perte de poids ou avoir plus d'énergie dans leur quotidien. Et au niveau alimentaire, ça amène aussi plusieurs questionnements. Puis quand on a, un mode de vie sain et actif, mais qu'on n'est peut-être pas dans l'entraînement de performance ou dans une charge d'entraînement élevée, je m'entraîne quelques fois par semaine, j'ai pas nécessairement des gros changements à faire au niveau de mon alimentation pour combler ce besoin-là. Donc des fois, c'est juste de voir, OK, est-ce que ma sensation de faim augmente? Ça reste que notre corps, il nous parle, puis de l'écouter, c'est aussi quand même quelque chose à garder en tête. Donc de dire, si t'as plus faim, oui, c'est correct de manger un peu plus. Ça peut être intéressant aussi de bien placer cette augmentation-là de ton apport énergétique, dans le sens, si tu reviens de ton entraînement, il est 10 heures le matin, t'avais déjeuné avant de partir, peut-être que d'attendre à ton dîner, ça fait un peu tard, de juste ajouter une collation après l'entraînement pour mieux récupérer, puis le reste de ta journée, de garder tes mêmes habitudes. Ou si à l'inverse, tu t'entraînes en fin d'après-midi, juste un peu avant l'heure du souper, tu dis, peut-être que tu devrais revoir ta collation. La personne qui a peut-être l'habitude de manger des crudités en collation ou une poignée de noix en collation d'après-midi, qui décide d'aller s'entraîner vers 17h, de changer cette collation-là pour aller chercher un fruit, pour aller chercher une source de glucides, pour avoir de l'énergie pour l'entraînement. Donc, je dirais que c'est peut-être plus dans ces petits détails-là de, qu'est-ce que je mange juste avant, juste après, la stratégie par rapport aux collations. Parce que sinon, au niveau des repas principaux, il y a souvent pas beaucoup d'ajustements à faire quand on commence à introduire l'activité physique. OK, merci. De rien. Ensuite, il y a des questions? Oh, on a une question ici. Écoute, moi, je suis très monsieur, madame, tout le monde, là. Je suis très, très backpack quand je cours. C'est parfait. J'ai les fermeurs qui me courent après. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui commence puis qui veut juste se faire du fun, mais clairement que l'alimentation, c'est un gros point d'interrogation. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'intégrer? Pendant l'effort, ta question? Pendant l'effort, oui. Donc, c'est sûr que je veux performer puis faire un podium ou que je veux juste finir la course puis me faire du fun, l'alimentation, ça a un rôle. Donc, que tu sois en avant ou complètement en arrière du peloton,
si ton alimentation est pas bien balancée, ça le fera pas. T'auras pas de fun, ça va être difficile au niveau de la digestion, mais la base de la réflexion reste un petit peu la même. Je veux entraîner mon système digestif, donc dans mes séances d'entraînement, je veux pratiquer ce que je vais faire le jour de la course. Après ça, ben, c'est sûr qu'en étant peut-être à un rythme un petit peu plus lent, l'intensité de l'effort fait en sorte que je suis peut-être capable de manger un petit peu plus facilement que l'athlète qui a un rythme très, très rapide. Donc, de dire, OK, bon, ben, je peux peut-être, oui, intégrer des aliments un peu plus solides. Nécessairement, mon temps de course va être plus long. Donc, j'ai besoin de peut-être manger même un peu plus que la personne qui va arriver premier. Ouais, donc, parce que le gel énergétique ne te soutiendra pas nécessairement de la même manière qu'il va soutenir le premier. Donc, sur une intensité très, très élevée, des boissons sportives, des gels, ce qui est liquide, semi-liquide, c'est surtout ça qu'on va utiliser. À un rythme de course plus bas, ben nécessairement, je vais peut-être avoir un flux sanguin qui va me permettre d'avoir une meilleure digestion et d'aller plus vers des vrais aliments, si je peux dire, moins transformés. Ça va, et d'un, psychologiquement, être aussi plus agréable que de se taper là vraiment plein de gel. Puis, ça va t'aider aussi à peut-être mieux t'alimenter puis à te sentir un petit peu plus rassasié parce que on veut pas non plus que la faim devienne un facteur limitant. Donc, c'est de manger des petites quantités à intervalles réguliers, des aliments qui vont bien se digérer, donc pas trop riches en fibres, puis surtout des sources de glucides, parce que nécessairement, c'est les glucides qui vont t'amener de l'énergie pour maintenir l'intensité de ton effort. Donc, de prévoir, par exemple, des petites barres aux figues, ça peut être des fruits séchés, ça peut être d'avoir un petit tortilla avec un peu de beurre d'arachide confiture. Puis, si je pars pour plus que 4 heures, d'essayer d'avoir aussi une petite source de protéines de manière régulière pour maintenir un niveau d'énergie. Fait un petit tortilla avec une tranche de jambon roulé que je peux couper en 2-3 puis manger de manière périodique, alterner avec des fruits séchés, par exemple. Ça peut être une option qui serait intéressante. Puis de prévoir quand est-ce que je mange. Ça, c'est aussi vrai pour la personne qui est en avant, qui veut gagner la course, que pour la personne qui est peut-être un petit peu moins rapide. Si je suis en descente, que je me dis, hey, c'est technique, nécessairement, ça va être roulant, je vais courir quand même parce que ça descend, c'est peut-être pas le meilleur moment pour sortir ta sandwich, tu sais. Versus quand je suis en montée, je suis peut-être en train de marcher, c'est quand même beaucoup moins difficile au niveau de l'impact parce que la vitesse de course, elle est moins grande. En descente, il y a un impact sur le corps qui est important. Donc, mon système digestif, il prend cet impact-là aussi. Fait que de regarder avant ton départ, OK, ben c'est quoi le parcours? C'est quoi le dénivelé? Où est-ce que je vais peut-être être mieux de m'alimenter de manière liquide ou semi-liquide avec des gels? Quand je suis peut-être justement vers une fin de montée avant une descente ou pendant une longue descente. Puis quand est-ce que je peux peut-être aller plus avec du solide quand je suis sur une portion plus roulante, un petit peu plus plate, ou quand je suis en montée, que là, ben je marche. Donc nécessairement, j'ai peut-être plus de facilité à mastiquer aussi. Super, merci. De rien. Je vais ajouter un truc que c'est Jean-Philippe Lebeau qui avait expliqué quand je l'avais reçu dans le cadre du QMT 2021. Souvent, les gens vont tendance à, entre les ravitaux, vont manger gel, barres, ce qu'ils ont amené. Puis dans les ravitaux, ben là, c'est le fun, on a des vrais aliments. Puis souvent, ça passe mieux, mais c'est juste temporaire le temps que t'es là. Lui, son truc, tu sais, le verre obligatoire en plastique, là, qu'on met de l'eau parce que maintenant, il n'y a plus de coupe. Lui, il remplit ça de bouffe. De la vraie bouffe. Parce que, tu sais, tu peux pas passer avec 12 morceaux de banane dans tes mains. C'est un peu tough. Je trouvais que le truc était super. Puis moi, depuis ce temps-là, je fais ça. Puis depuis ce truc-là, ça se combine un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, par rapport à de la vraie nourriture. Oui. C'est vraiment le fun de manger un melon d'eau. C'est réconfortant après le ravito aussi. Pas juste quand t'es dans le ravito, tu te bourres, puis après ça. Puis l'objectif n'est pas non plus de trop te bourrer au ravito. Ben, c'est ça. Parce que ton système digestif, il y a quand même une capacité limite à un moment donné à absorber. Puis, c'est une autre erreur que plusieurs personnes font de dire « Ah ben là, j'arrive au ravito, j'ai le buffet à volonté, je peux prendre tout ce que je veux. » Puis de manger vraiment beaucoup et de finalement leur repartir puis de se mettre à avoir des troubles digestifs, d'essayer de faire passer ça avec une boisson sportive. Fait que j'essaie de rajouter du sucre par là-dessus. Là, à un moment donné, je suis bien saturée, mon système digestif. Fait que oui, d'amener des choses puis de se dire « Bon ben, je vais le répartir dans le temps. » C'est vraiment préférable. Le petit verre de plastique. Là, il est obligatoire dans la plupart des courses. Il est pratique aussi pour remplir. Fait que c'est un bon truc que j'avais trouvé. Samuel?
Merci beaucoup, Isabelle, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je peux tellement relate d'ailleurs à se bourrer trop dans des restos, là. C'est comme... Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont expérimenté la chose. À Bromont Ultra, c'était mon premier 55, puis je me suis garoché dans les pierogies, là, c'est comme, c'était trop. Puis la soupe miso, c'était après, ouais, il y a beaucoup de montées qui suivaient, là, fait que, j'ai trouvé ça tellement intéressant tantôt quand tu abordais la question des sucres, là, très simples versus des sucres plus complexes. Je pense que tu parlais de ostolitose, ou L'osmolarité. Osmolarité, my God, je l'ai complètement déformé. Mais est-ce que tu pourrais juste élaborer un peu sur ça? Dans le fond, par exemple, tu disais la maltodextrine, c'est un sucre qui est comme plus complexe, plus aggloméré. Est-ce que ça prend comme plus de temps avant que la molécule se divise, si on veut, pour qu'on puisse l'absorber, ou est-ce que c'est un peu comme... Ça se digère quand même très rapidement. Donc, si on fait un petit cours de chimie 101, le glucose, c'est ma molécule de glucides la plus simple. Donc, c'est mon sucre là, dans sa plus simple expression. Le fructose aussi, c'est 2 équivalents, donc c'est des glucides très très simples. Quand je prends du sucre de table blanc, c'est une molécule de glucose avec une molécule de fructose là qui sont attachées ensemble. Donc ça se digère super vite. La maltodextrine, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de glucose. Donc c'est toutes des petites molécules de glucose assemblées ensemble, généralement entre 4 et 20. Donc c'est pas tant que ça comparé à de l'amidon où on a des centaines de molécules de glucose attachées ensemble. Donc quand même assez court et très, très ramifiés dans leur façon de s'assembler. Si bien qu'au niveau de la digestion, ça va très, très vite à digérer parce que j'ai toutes ces molécules-là qui sont très ramifiées dans leur assemblage. Donc, c'est quand même quelque chose qui se digère assez rapidement. Puis là, ça dépend, est-ce que j'ai 4 molécules ou j'en ai 20? Ben là, on le sait pas nécessairement. C'est pas écrit sur l'emballage du produit. Mais donc, c'est pas un produit qui va prendre beaucoup de temps à se digérer comparativement à si je mange une pomme de terre ou des fibres là, qui prennent beaucoup plus de temps. OK, donc c'est pas nécessairement quelque chose... Est-ce que tu nous conseillerais, par exemple, de vraiment comme prendre en considération le type de sucre qui est inclus dans nos aliments, tu sais, par exemple, de vraiment regarder, par exemple, OK, c'est tel type de sucre, est-ce que ça va avoir un impact, tu penses vraiment, au niveau de la digestion, disons, ou... Par exemple, mettons, entre un glucose très simple ou fructose versus, par exemple, maltodextrine ou amidon, encore là. Genre. Oui. Ben, l'amidon, ça va vraiment plus être dans des produits comme du pain ou donc des aliments plus complets. Donc, c'est sûr que ça va être un peu plus long à se digérer. Après ça, la maltodextrine, souvent, c'est vraiment plus pour diminuer l'osmolarité, donc me permet d'avoir une boisson qui se digère bien. Donc, c'est intéressant pour cette raison-là. Mais l'objectif est pas non plus que la nutrition devienne quelque chose de super complexe où là, vous vous mettez à poser des questions, puis OK, mais là, quel type de sucre, puis là, j'ai de la maltodextrine, dans quelle proportion, puis c'est quoi l'osmolarité de ma boisson? Tu sais, c'est même pas écrit sur l'emballage, l'osmolarité de ta boisson. Donc, oui, c'est des notions intéressantes à comprendre, puis de savoir pourquoi les fabricants mettent de la maltodextrine. En plus, la maltodextrine, ça n'a pas de goût sucré. Si vous êtes quelqu'un qui aimait pas les boissons sucrées, là, que ça passe vraiment pas, ou tantôt on parlait quand il fait vraiment chaud, mais vous pouvez acheter juste de la maltodextrine, là. C'est une petite poudre blanche, tu mets ça dans ta bouteille d'eau, puis ça donne un aspect un petit peu laiteux, là, à ton eau, mais ça goûte à peu près rien. À peine un petit peu sucré, mais ça passe relativement bien. Donc, quelqu'un qui dit « Hey, moi, les boissons sucrées, j'aime pas ça, mais j'ai de la misère à manger quand il fait chaud. J'aimerais ça avoir au minimum un certain apport calorique quand il y a plus rien qui passe. » Mais ça, c'est quelque chose qui peut bien passer, se dépanner avec ça. Fait que c'est un aspect intéressant de savoir, OK, ben la maltodextrine, ça a pas de goût sucré, c'est une source de glucides, c'est une source d'énergie, je peux l'utiliser dans tel contexte. Si j'en ai dans ma boisson, ben ça va me permettre de peut-être aller chercher un meilleur apport énergétique, quelque chose qui se digère bien. Après ça, de vous questionner, à savoir, OK, c'est quoi la proportion de sucre, puis de maltodextrine, puis là, c'est comme trop complexe là par rapport à l'avantage que tu vas en retirer. Ouais, mais déjà juste l'avantage que la maltodextrine ait pas de goût sucré, c'est déjà un très très bon conseil. Intéressant. À un moment donné, on se tente tellement aussi de tout ce qui est sucré là, c'est comme ça tombe sur le cœur là, fait que très très bon conseil. Puis merci. Ça s'achète en vrac, hein, et ils utilisent ça aussi dans la fabrication du vin. Fait que si vous allez dans les boutiques où vous pouvez fabriquer votre vin, souvent vous allez en trouver en vrac, puis ça coûte vraiment moins cher. Très bon conseil. Merci beaucoup Isabelle. De rien. Je me demandais, les boissons énergisantes. Oui, on Red le Bull voit et compagnie. Exact, dans les courses, le très long, des fois, moi je sais que j'en prends, mais à chaque fois, je prends du café dans la vie, l'apport en café n'est pas si fort que ça, puis je le contrôle, je le sais. Des fois, j'ai cette crainte-là, c'est jamais arrivé, mais de dire, en pleine course, je vais me prendre un Red Bull, un gourou, peu importe qu'est-ce qu'il y a.
y a-t-il un risque, tu sais, parce que c'est quand même plus que juste de la caféine, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Est-ce qu'il y a des produits qui sont mieux que d'autres par rapport à ça? C'est quoi que la littérature dit? En fait, juste côté concentration en glucides, on vient de parler de l'osmolarité. Donc, le Red Bull, c'est un breuvage qui est très, très concentré en glucides. Donc, c'est sûr que d'un point de vue digestion, je dirais, essaye de le boire avec un peu d'eau pour essayer de diluer cette concentration-là élevée en glucides. Sinon, ça peut être plus difficile à faire passer. Donc, d'évaluer l'apport en glucides que tu vas chercher dans ça. Puis après, oui, le Red Bull, c'est un stimulant. Puis, la caféine, c'est un supplément qui est bien connu pour avoir un impact sur la performance, autant dans des efforts de courte durée, des efforts intermittents comme au soccer, ou dans des efforts de longue durée ou d'ultra-endurance pour aussi venir aider. Fait que oui, le Red Bull, moi, je suis pas contre, puis ça peut être quelque chose qui est utilisé de manière intéressante. J'ai des athlètes avec qui je travaille que justement, on met une stratégie qui inclut du Red Bull. C'est de voir au niveau de la quantité. Mm-hmm. Donc, au niveau de la caféine, pris en une seule dose, un 300 mg de caféine à peu près 1 heure avant une épreuve, c'est-à-dire de courte ou de durée intermédiaire, c'est la dose qui est recommandée. Sur un ultra, mais je prendrai pas 300 mg de caféine avant mon départ, là. Ce que je veux, c'est peut-être plus utiliser la caféine en milieu, 2/3 de course pour la fin de ma course, me donner un petit coup de fouet. Puis je peux la répartir aussi avec des doses un peu plus petites, des doses de 100 mg, par exemple, à intervalles réguliers. Puis la caféine, c'est de voir, son effet va atteindre un pic à peu près 1 heure après la consommation. Puis, ça peut rester 6 heures, là, au moins, au niveau de l'effet. Donc, de répartir mes doses en conséquence. Que ce soit avec du Red Bull, que ce soit avec un gel, que ce soit avec des capsules de caféine. Après ça, c'est vraiment selon la préférence personnelle. Intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Je vais en sortir d'abord parce que moi, j'en avais reçu quand j'avais dit quand tu revenais. Ça, c'est quand même intéressant. Pourquoi, lorsqu'on fait un effort important, on manque d'appétit après? Donc, il y a un effet anorexigène qui va effectivement apparaître là, dans les heures, des fois, qui suivent un effort. On le voit, entre autres, avec des efforts à très haute intensité. On peut le voir aussi dans des efforts d'ultra. Donc, en fait, quand on va vraiment dans un peu nos retranchements limites, cet effet-là anorexigène va... Puis c'est vraiment au niveau un peu hormonal, au niveau digestif aussi, parce qu'on crée beaucoup de dommages au niveau du système digestif. Donc, c'est possible là, que finalement, mon système digestif, 5 minutes après avoir passé la ligne d'arrivée, il est peut-être pas prêt là, à recevoir un gros repas non plus. Donc, ça peut être correct dans une certaine mesure de respecter aussi cette sensation-là, puis de dire, je vais juste essayer de recommencer à manger progressivement, peut-être plus avec des options liquides pour commencer, me réhydrater, me réalimenter, puis d'augmenter progressivement à mesure que la faim va revenir. Là. C'est sûr que je veux pas rester 6 heures après mon effort sans manger, mais oui, d'être conscient que c'est effectivement un effet physiologique là, qui se produit. Parce qu'il y a un effet sur la récupération aussi. Tu sais, moi, c'est arrivé, anecdote, au Gaspésia 100 il y a 2 ans. Ça a été difficile. J'ai fini en buvant du Coca-Cola la moitié de la course. J'ai fini la course, pas capable de boire la bière d'après-course ou le menu, peu importe. Puis là, j'étais allé me coucher, j'ai fini ça, mettons, à minuit, 1 heure, je me rappelle plus. Tu dors jusqu'à le lendemain, tu te réveilles le lendemain matin, t'es démoli, tu sais, c'est hangover x10 parce que t'es déshydraté, t'es magané de ton corps parce que tu viens de faire un ultra, mais ça a été t'as rien donné à ton corps pour se reconstruire. Le peu de récupération qu'on peut faire à court terme après une course, tu le perds complètement, mais quand t'as pas faim, qu'est-ce qu'on peut réussir à intégrer? Y a-tu des aliments que tu On parle souvent peut-être de la fenêtre métabolique pour la récupération. Donc, dans ce 30 minutes-là ou cette heure-là après l'effort où, il y a quand même un avantage à manger parce que mes muscles vont refaire leur réserve de glycogène beaucoup plus rapidement. Donc, si je mange immédiatement ou en fait dans les 30 minutes en finissant un apport en glucides, ma resynthèse de mes réserves de glycogène, donc de mes réserves d'énergie, va être accélérée par rapport à si je mange la même quantité de glucides, mais 4 heures après, par exemple. Donc, oui, d'essayer de manger à ce moment-là. Puis, c'est pas des quantités faramineuses. Hein. On parle de 1 à 1,2 grammes de glucides par kilogramme de poids. Donc, pour vous donner une idée, puis là, les gens à la maison me voient peut-être pas. Donc, moi, je pèse à peu près 53 kilos. 53 grammes de glucides, une banane, une barre Cliff, je suis quand même pas loin, là, un verre de jus, puis je suis correct là avec ça. Puis on veut un 20 grammes de protéines, 20-25 grammes de protéines.
Donc, c'est pas un gros repas. Je peux facilement quand même aller chercher ces apports-là avec des petites collations, avec un smoothie ou une option liquide. Puis de dire, OK, ben je vais essayer de répéter à peu près à chaque heure le même apport en glucides pour au moins les 4 heures qui suivent la fin de mon épreuve. Okay. Ou jusqu'à mon prochain vrai repas complet. Donc ça, c'est vraiment l'optimum, là, la solution optimale, en fait, pour récupérer. Si je suis pas capable de manger tout de suite après, ben c'est d'essayer par petites bouchées, par petit apport là, de tranquillement augmenter. OK, intéressant. Est-ce qu'on a des questions? Oui. On entend souvent parler de la fameuse surcharge glucidique avant un événement, mais là, j'ai entendu un peu tout et son contraire, que finalement c'était pas important ou qu'au contraire, il fallait vraiment en prendre beaucoup. C'est quoi la vérité? Oui. Qu'est-ce qu'on dit sur ça? En fait, la surcharge en glycogène, elle va être intéressante pour augmenter justement mes réserves de glucides au niveau musculaire. Puis on voit vraiment que, effectivement, quand je mange plus de glucides dans mon alimentation, je suis capable de venir saturer ces réserves-là. Et 36 à 48 heures de surcharge en glycogène, c'est suffisant pour venir saturer, surtout pour un athlète qui est bien entraîné. Donc, c'est des gens qui, métaboliquement, sont aptes à refaire rapidement leurs réserves. Donc, souvent, les gens me demandent « Ah, mais dans la semaine avant ma course, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Ben, tu gardes pas mal les mêmes habitudes que tu as. Puis même, souvent, tu es en affûtage, tu t'entraînes moins. Fait que c'est possible que tu manges même moins dans la semaine avant ta course. Puis quand tu arrives, justement, à ce 48 heures-là avant la course, de dire, OK, ben, je vais augmenter un peu plus la proportion de glucides pour vraiment faire ma surcharge. Oui, on voit qu'il y a quand même un intérêt. L'intérêt, ben, en fait, mes réserves en glycogène, elles vont pas me soutenir sur 160 km. L'intérêt est surtout en début de course quand même, là, pour l'utilisation de ces réserves-là. Par la suite, c'est d'avoir une bonne stratégie pendant la course également. Mais oui, d'avoir quand même un apport en glucides pré-course va aider dans la préparation, puis dans le début de ma course, à pas partir avec un trop gros déficit aussi, là. Mais est-ce que c'est beaucoup ou c'est en termes de ça quantité? Dépend des gens? Donc, là, c'est sûr, si on veut se lancer dans un peu des calculs, on a encore fait des recommandations en termes de grammes de glucides par kilogramme. Donc, c'est 10 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids sur 24 heures, c'est par jour. Donc, c'est quand même une bonne quantité de glucides à consommer dans la journée. Souvent, on va aussi essayer de compléter avec un apport liquide parce que c'est difficile d'y arriver seulement par l'alimentation. Donc, c'est des journées où je vais dire à mes clients, des petits bonbons, un verre de jus, un sorbet aux fruits, c'est le genre d'aliments qui sont riches en glucides, qui sont pas trop encombrants au niveau digestif, parce que reste que la veille de la course, j'ai pas envie d'aller manger plein de choses qui vont m'encombrer au niveau digestif. Donc, limiter les fibres, prioriser des aliments qui sont vraiment un peu plus denses en sucre. Puis oui, quand même d'augmenter significativement l'apport en glucides. Ah, ben merci beaucoup. De rien. Question? J'en ai une ici que j'avais reçue qui était vraiment le fun. On entend beaucoup parler jeûne intermittent, courir à jeun. Oui. On en a déjà parlé, mais je pense qu'on en parlera jamais assez parce que c'est des sujets qu'on entend beaucoup, qui reviennent, puis on voit des articles, je veux dire... on a vu que la pandémie, des fois, les partages d'articles sur les médias sociaux, mais il y a beaucoup d'articles qui disent tout et son contraire par rapport aux bienfaits du jeûne intermittent, au fait de courir à jeun. Veux-tu nous faire un crash course rapide. Course en 1? Oui, mais c'est sûr que quand je m'entraîne pour une épreuve d'ultra-endurance ou de longue durée, j'ai quand même un bénéfice à être capable d'utiliser un petit peu plus efficacement mes réserves lipidiques, donc réserves de graisse. Puis le fait de faire des entraînements avec des réserves abaissées en glycogène va m'aider à stimuler ces adaptations-là. Donc, l'entraînement à jeun est une des stratégies pour justement essayer de stimuler le corps à utiliser davantage ses réserves lipidiques. Reste que si j'ai mangé un gros plat de pâtes la veille au soir et que je m'entraîne à jeun le lendemain matin, mes réserves de glycogène sont quand même pas mal saturées. Donc, je peux peut-être essayer de diminuer un peu mon apport en glucides la veille au soir, faire un entraînement à jeun le matin. On veut éviter les entraînements à haute intensité ou d'intervalle parce que là, d'être à jeun va souvent nuire à la qualité de l'entraînement. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Mais un entraînement à jeun, à basse intensité, dans nos limites personnelles, parce que si je commence à faire de l'entraînement à jeun, je serai probablement pas capable de partir pour 1h30 à jeun. Donc, de commencer progressivement, d'augmenter selon sa tolérance. C'est pas négatif. Une des erreurs à éviter, c'est de rester à jeun après. Donc,
vraiment de prévoir un repas après pour éviter le fait que le corps essaie de récupérer, mais finalement, si on lui donne rien, il va utiliser ses propres réserves ou ses propres protéines, donc sa propre masse musculaire pour essayer de récupérer. Donc là, on est vraiment dans un état un peu contre-productif. Mais de faire un entraînement à jeun, de bien s'alimenter par la suite, moi, j'ai pas de contre-indication là, spécifique par rapport à ça. Ça peut être, dans certains cas, une stratégie intéressante à intégrer. Puis par rapport au jeûne intermittent, on entend plein de bienfaits, miracles de ça. Je pense qu'il y a une part de vrai, une part de faux. Qu'est-ce que la littérature dit là-dessus? Qu'est-ce que les études disent? Ben, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça pour la perte de poids. En fait, moi, c'est beaucoup ce que je vois chez les gens avec qui je travaille. Au niveau de la perte de poids, il n'y a pas nécessairement d'effet bénéfique à faire du jeûne intermittent, plus que si je faisais une restriction calorique là, en continu avec 3 repas par jour, des collations, mais que je restreins mon apport énergétique. Donc, le jeûne intermittent n'est pas nécessairement une meilleure stratégie de perte de poids qu'une autre. Après ça, au niveau physiologique, santé, oui, il y a quand même certaines études qui tendent à démontrer qu'il pourrait y avoir des bénéfices. De l'autre côté, on se rend aussi compte que, si je reviens sur le poids, les gens qui ont un apport calorique plus élevé dans leur début de journée vont généralement avoir une gestion de poids plus facile, puis avoir un poids qui est plus bas que les gens qui ont tendance à consommer davantage de calories en fin de journée. Okay. Donc, avec le jeûne intermittent, souvent, on consomme plus de calories plus tard dans notre journée. Fait que, oui, il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est de voir aussi pour quelles raisons on le fait. Si on est vraiment, on y voit un avantage dans notre quotidien, que on se sent bien avec ça, pourquoi pas, mais il faut pas se forcer à faire du jeûne intermittent pour nécessairement des raisons qui sont peut-être pas si 100% bonnes que ça. Là. Pas de bénéfice miracle. Il y a pas de miracle avec ça. Tout à fait. Une question par rapport à l'influence de la nutrition sur le sommeil. Y a-t-il des faux pas à éviter? Y a-t-il des choses à préconiser? L'impact de manger plus tard en soirée? Y a-t-il des aliments qu'il faut complètement éviter rendus plus tard dans la journée? Ben, premier point, la caféine près du moment de se coucher, c'est à éviter. Donc, ça, c'est souvent quand même bien connu. Mais sinon, c'est sûr qu'un gros repas qui va solliciter beaucoup le système digestif va avoir un impact négatif aussi sur le sommeil. Souvent, on entend, d'essayer de peut-être finir de manger quelques heures avant d'aller se coucher. La digestion amène une libération de chaleur, hein, quand je digère, puis vous l'avez probablement tous déjà expérimenté après un repas plus copieux, avec peut-être beaucoup de protéines aussi, on va sentir hey, j'ai plus chaud ou j'ai vraiment cette libération-là de chaleur. Donc, idéalement, avant d'aller se coucher, on veut pas avoir là, ce phénomène-là parce que la température du corps a tendance à s'abaisser juste un petit peu là, quand on est au repos, en sommeil. Donc là, ça vient un peu en ça devient contre-productif, en fait, là, d'augmenter notre température corporelle pour digérer et de l'autre côté, essayer de bien dormir. Donc, d'avoir un repas un peu plus léger le soir peut favoriser un meilleur sommeil. Intéressant. Oui. Moi, j'ai une question festive. Oui! Oh! Là, je me sens en sécurité. Tout le monde a une bière à la main. On est au Noctem. C'est un safe space pour oui, ça. Exactement. Fait que je me permets d'avoir ton texte sur, tu sais, mettons, la consommation d'alcool avant une course. Il y a des gens qui arrêtent. Là, on vient de passer, mettons, le mois de janvier, le mois de février sans alcool. Qu'est-ce que t'en penses? Puis, c'est quoi tes recommandations? Oui. Mais faut voir, l'alcool, c'est probablement un des seuls breuvages qui a vraiment un effet déshydratant. Donc, l'alcool va augmenter la production urinaire et va déshydrater. Donc, une consommation élevée d'alcool après une course, c'est peut-être pas la meilleure idée. Maintenant, la petite bière d'après-course, tant que ça nuit pas à ce que je mange aussi. Parce que des fois, quand je bois, ça va remplir mon estomac puis ça va faire en sorte que je mangerai peut-être pas un apport de récupération qui est suffisant. Mais si je prends une petite bière puis que j'ai vraiment un repas d'après-course qui est adéquat, c'est à demi-mal. D'autant plus que la concentration d'alcool dans la bière est plus basse que dans un alcool fort. Donc, j'ai quand même une quantité de liquide un peu plus élevée. Donc, l'effet, on va dire, déshydratant est peut-être moindre que un apport très élevé en alcool dans un petit volume de liquide. Genre du gin. Genre du gin. Puis donc, si on regarde plus dans les journées qui précèdent la course, ben c'est sûr que l'alcool, c'est aussi un irritant digestif. Donc, les gens qui ont tendance à avoir des troubles digestifs à l'effort, moi, je leur dirais, dans les journées qui précèdent, c'est peut-être pas une bonne idée là d'aller se prendre 2-3 coupes de vin la veille d'une course pour vraiment essayer de limiter les troubles digestifs à l'effort.
Puis c'est de voir que, on a parlé du sommeil. L'alcool a un impact aussi sur le sommeil, donc un impact sur la récupération. Donc encore là, de choisir quand est-ce qu'on festoie. On festoiera peut-être pas la veille d'une longue sortie où on veut s'assurer de bien dormir, on veut s'assurer d'avoir un bon confort digestif. Mais si on a une journée de repos de prévu le lendemain, c'est peut-être à demi-mal. Cool, merci, super smart. Il y a un truc que moi je vis par rapport aux courses à force d'en faire, puis je me demande si c'est juste entre moi puis dans ma tête, ou si il y a une littérature derrière ça, il y a une expertise derrière ça. Moi, les fois où l'estomac est complètement bloqué, puis qu'il a fallu que je termine, je veux dire, avec du Coca-Cola et c'est tout, oui. Là, c'est les fois où j'ai échappé ma nutrition, où j'ai arrêté de consommer juste parce que t'es dans le feu de l'action, tu penses pas, tu regardes pas ta montre, puis ça fait 2 heures que j'ai pas mangé, et j'ai l'impression que moi c'est un point de non-retour. J'ai jamais réussi quasiment pas à revenir de ça. Y a-tu quelque chose qui se passe? Tu prouvé que vraiment, si on oublie une ou 2 collations, ou tu sais, dans notre course, maintenant on arrête de manger, il y a vraiment quelque chose de physiologique qui se passe, qui bloque le fait d'être capable d'absorber cette nutrition-là? Écoute, c'est une bonne question. Si j'essaie de réfléchir, c'est sûr que au niveau de la digestion, pour absorber les nutriments que je consomme, nécessairement, je dois avoir un flux sanguin qui passe au niveau digestif. Donc, les nutriments vont être absorbés au niveau de la paroi intestinale, vont se retrouver dans ma circulation sanguine, puis ensuite dans mon organisme. Et à l'effort, nécessairement, mes muscles ont aussi besoin d'oxygène. Donc, le flux sanguin est surtout dirigé vers les muscles. Mais si je suis un peu toujours en train de digérer quelque chose, il y a comme une sollicitation qui est faite au niveau digestif qui implique que le corps doit quand même envoyer, si tu veux, un certain flux sanguin à ce niveau-là. Si j'arrête de manger pendant 2 heures, c'est comme un signal que, OK, il n'y a plus rien à absorber, à transporter. Donc, il y a probablement un aspect de ce côté-là. Peut-être que j'ai pas la réponse claire là, à ta question, mais je te dirais que ça vient probablement jouer de manière importante. Je sais pas si je suis le seul, j'ai déjà parlé avec des amis coureurs qui vivaient ça aussi. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose, je te confirme. Tu t'échappes ta nutrition, il y a de quoi qui se passe, puis t'as plus cette régularité-là. Parce que souvent, c'est ce qui fonctionne. C'est, moi, je blague tout le temps, j'ai pas de montre de course, mais j'en mets une montre quand je cours des événements parce que ça me rappelle d'essayer de manger de manière régulière, ça aide ça à maintenir. T'induis un déficit énergétique nécessairement qui est encore plus grand quand t'oublies de manger pendant 2 heures, que tu peux difficilement rattraper. Puis des fois, l'erreur que les gens font, c'est « Oh mon Dieu, ça fait 2 heures que j'ai pas mangé, je vais essayer de me rattraper. » Pire erreur. Donc là, de dire « OK, je vais essayer de manger plus pour compenser ce que j'ai pas mangé dans la dernière heure. » Il y a quand même un risque là à avoir aussi des troubles digestifs, parce que finalement, là, ça passe juste plus. Non, c'est ça, ça marche pas de même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on passe au concours? Parce que là, vous le savez, là, question éclair. Johan, tantôt, a fait 13 secondes sur ces 5 questions-là. Toi aussi, je suis prête! T'es déjà venu au podcast, fait que t'as déjà eu ta chance de J'ai déjà fait des questions éclairs. Je me suis déjà pratiqué. T'as déjà eu des FKT. J'ai nommé ton nom plein de fois. Oui. Là, on n'est plus là. Là, c'est un concours entre Johan et toi. Parfait. C'est quoi le prix à gagner? L'honneur. Une bière. C'est parfait. Un 4e passage au podcast. C'est au choix. Donc, 13 secondes et 17 centièmes est à battre. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Bière ou vin? Vin. Neige ou boîte? Neige. Hawaï ou les Alpes? Hawaï. Chocolat ou vanille? Chocolat. 5 ou 10 km? 10. 5 secondes? Yeah! Très, très fort. On a vu le côté compétitif, hein. Oui, moi, tu m'as dit 13 secondes à battre. Écoute, je veux pas dire que c'est une rince, mais écoute, Johan va être dans le fin fond de la Floride quand ça va paraître. Il saura pas on s'est un peu moqué de lui, mais là, 5 secondes versus 13, c'est un torchage en règle. Mais là, après réflexion, quand même, Hawaï puis les Alpes, c'est quand même dur à déterminer. Là, j'étais avec Hawaï parce que j'arrive d'Hawaï, mais j'avoue que les Alpes, c'est dur à battre. C'est ça, c'est c'était juste gagner la compétition. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, je pense que le secret des questions avec l'arnaque, c'est des fois, c'est pas de répondre à la vraie chose. Là, tu t'accroches sur le premier mot. Voilà, exact. Playlist Spotify, j'ai lancé ça il y a quelques mois, une initiative de Étienne Dugas qui m'a écrit, il m'a dit, on va se faire une playlist pas sortie du bois, les auditeurs, les invités, on met ça ensemble. Qu'est-ce que tu veux ajouter à cette playlist-là? Écoute, moi, je suis tellement pas la fille musique dans la vie, mais j'aime aller courir avec la musique, mais souvent, je vais demander à mon frère, hey, c'est quoi la musique que t'écoutes? Peux-tu m'en mettre sur ma montre? Parce que, bon, je suis pas une grande connaisseuse, mais je dirais le Final Countdown, qui était la
toune aussi qui jouait beaucoup sur le circuit endurance à Montréal. Okay. Quand j'ai commencé à courir, c'est la toune qu'ils mettent au départ de chaque course. Fait qu'on dirait que chaque fois que je l'entends, pour moi, c'est le départ d'une course, c'est cette toune-là. Ça crinque. Ça crinque, ouais. C'est bon. J'ai le goût de sonder ici. C'est quoi la toune? Il y en a-tu quelqu'un qui ça va y venir en tête? La toune qui vous craint le plus? Là, tu dis c'est une course difficile, elle rentre dans les oreilles, c'est une playlist, ça tombe aléatoire, puis ça te craint que t'es prêt à aller monter l'Everest à la course. Y a-tu quelqu'un ici qui a le goût de lancer? C'est Remember the Name. C'est vrai que ça craint ça. Très fort. Sam? On est dans les classiques, on peut chercher loin, mais là, Final Countdown, We Will Rock You, Remember the Name, on est dans quelque chose qui craint, hein? Très fort. Mais c'est déjà la fin. Ça Merci beaucoup, vite. Isabelle. C'est la troisième fois au podcast, toujours aussi intéressant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des choses que tu répètes, que c'est toujours bon de rappeler aux gens. Il y a toujours des nouveaux sujets qui arrivent. J'ai l'impression que c'est un domaine aussi qui évolue. Mais ça évolue tellement en nutrition sportive aussi. Je te dirais qu'à chaque année, il y a des nouveaux sujets qu'on va pouvoir aborder qui évoluent. Le jeûne intermittent, on en parle là, mais la recherche, c'est en continu. Puis dans 1 an, dans 2 ans, il y aura autre chose à dire sur ça. J'ai l'impression aussi que l'ultra, la trail est un sport qui est en expansion à vitesse grand V. Donc, plus il y a de monde qui le pratique, plus il y a d'études qui vont se faire nécessairement. Donc, ça va être intéressant de voir avec le temps ce qui va ressortir de ça. Hein. Tout à fait. Donc, on pourra s'en reparler assurément l'an prochain. Écoute, Pas sorti du bois est là pour rester très longtemps. Donc, tant qu'il y aura des mois de janvier, il y aura un épisode nutrition. Là, on est un peu en retard, là, j'en consens, mais regarde. Fallait le faire devant le public. En voyage à tous les ans. Écoute, si c'est février, c'est pas grave. Donc, merci une fois de plus. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Je pense qu'on a eu beaucoup de fun. On a jasé de plein de sujets, on a bu de la bonne bière. Merci à la gang du Noctem qui est là. Puis moi, comme d'habitude, je remercie NAC, le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Je remercie Noctem, je remercie Capic. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical, David Hébert pour le design graphique. Chaque semaine, je termine en disant, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois. Là, je vais commencer à faire attention à dire à ça parce que ma blonde est à 37 semaines en ce moment. Au moment de la diffusion, 38 semaines. Ça se peut qu'au moment où l'épisode va paraître, je vais déjà être papa. Donc, sachez que Pas sorti du bois va rester. On va être là, mais vous comprendrez que mon congé de paternité professionnelle risque de aussi être un congé de paternité de podcast. Pas sorti du bois va revenir. À quelle fréquence? Je le sais pas. J'ai plein d'idées en tête, mais tant que ça arrivera pas, je pourrais pas dire comment ça va se passer. Donc, Pas sorti du bois va revenir. Peut-être qu'il va y avoir un épisode la semaine prochaine parce que bébé sera pas encore arrivé, mais peut-être que ça va être arrivé puis je vais prendre une pause de 5, 6, 8, 10 semaines. Ça sera une surprise quand je reviendrai. Donc voilà, je tenais à l'annoncer de cette façon. Merci. Un petit gars pour normalement le 15 mars, mais peut-être que ce sera avant. Ma blonde espère beaucoup que ce soit avant. Depuis qu'elle est à terme, là, c'est comme c'est ça. Hein. C'est le temps. C'est ça. C'est un gros bébé, donc on verra quand ça se passera. Mais bref, sachez que ça sera peut-être pas la semaine prochaine qu'il va y avoir un prochain épisode. Ça va revenir. À quelle fréquence? C'est des nouveaux défis d'ultra-endurance, ça, un bébé, là. Ouais. C'est moi qui ai l'équipe de support. Exact. Beaucoup d'ultra, ça a été ma blonde qui a été mon équipe de support. Là, c'est complètement le contraire. Puis c'est un autre ultra qui commence, ça va être bien excitant. Puis ça va sûrement teinter aussi le contenu. Peut-être que j'aurai l'occasion d'essayer de parler à des papas, des mamans qui peuvent me donner des conseils parce que je suis cerné puis je suis prêt de courir. C'est quoi les trucs? On verra bien. Donc, Pas sorti du bois va revenir. Quand? Je le sais pas, mais c'est sûr que 2023 il va y avoir d'autres épisodes. Je sais juste pas quand je vais revenir. Peut-être c'est la semaine prochaine, peut-être c'est dans 3 semaines, peut-être c'est dans 1 mois. À suivre. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Merci tout le monde!